Alors, merci beaucoup aujourd'hui d'être présent avec nous. Moi, je suis très content également de faire cette retour d'expérience parce que pour différentes raisons. Première raison, ce qu'on appelle les smart ports, pour moi, font vraiment partie de la démarche. On en parlait, Monsieur Brel, Smart City. Et deuxièmement, parce qu'on a là un entrepreneur. Bon, j'en connais des entrepreneurs, hein, mais là, on a un entrepreneur très, très, très résilient et ça me fait plaisir vraiment de l'aider à mon petit niveau. Alors, dis-nous un peu qui tu es et après, on fera un petit tour de table avec Monsieur Brel et Monsieur Cabriès. Alors bonjour à toutes et tous. Alors déjà merci pour Dominique pour tes mots. Donc je m'appelle Pierre-Emmanuel Peyrou. Je suis le président cofondateur de Abim. Abim c'est une start-up innovante au service des ports. Je suis accompagné de mon associé Valère Poulin. Donc Abim, l'idée est très simple, c'est que moi je suis un ancien plongeur de combat de l'armée de terre. Donc j'ai toujours navigué dans les ports. J'ai toujours été sur le port, sous le port, pour différentes raisons inhérentes au métier. À l'issue de cette période de 15 années, j'ai eu une entreprise de travaux sous-marins. Et je me suis spécialisé dans l'expertise des infrastructures. Pour une raison toute simple, c'est que ça demandait, c'était un travail intellectuel et qui nécessitait pas, je dirais, de moyens lourds sur la maintenance des ports. Et de cette période, il en est ressorti que j'étais toujours frustré de l'information que je remettais à mes clients et je trouvais qu'il y avait un manque de précision. Et la genèse d'Abim vient de l'inspection des ports de Monaco en 2015 et d'une éolienne flottante offshore au Portugal. Et dans mon parcours, j'ai eu l'occasion de rencontrer des gens, dont Eric Brel il y a 2 ans lors d'un salon dédié au maritime, qui est venu me voir en me disant on a besoin de toi sur une table ronde pour la donnée spatiale dédiée au maritime. Ne raconte pas tout. Raconte pas tout, parce que sinon il n'y aura plus il y aura plus de Rex. Mais Passe le micro à M. Escarbatia qui voilà, se je les présente. laisse se présenter. Donc, je m'appelle Damien Escarbassière, je suis gestionnaire d'exploitation des ports de la métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Effectivement, nous, dans notre gestion quotidienne, on rencontre pas mal de difficultés en termes de travaux, d'aménagement, que ce soit surtout dans le curatif et on est très peu dans le préventif. Et l'idée, c'est d'utiliser justement les moyens dont on dispose aujourd'hui pour pouvoir mieux se projeter et notamment par rapport à la montée des eaux. Il faut savoir que le chiffre d'affaires d'un port est assez important et une inutilisation d'un des quais a de très fortes conséquences économiques sur l'activité. On va en parler après plus en détail. Monsieur Brel, 2 mots sur vous-même et le CNES. Oui, bonjour. Donc Éric Brel. Alors donc je vais parler d'abord du CNES. Le CNES, c'est l'agence spatiale française qui a développé nombre d'infrastructures spatiales pour fournir des données principalement jusqu'à présent pour la science et pour la défense. Et on est arrivé avec des capacités de données tellement monstrueuses qui étaient très peu utilisées qu'on s'est dit, avec ce qui se passe actuellement, il faut les ouvrir à tous les secteurs socio-économiques et aider au développement de tous ces secteurs au niveau français. Et donc, c'est le programme Connect by CNES que je représente. Là, vous avez le sigle ici. Et dans ce cadre, moi, je suis en charge du développement de l'apport du spatial pour le secteur du maritime et les outre-mer. Super. Merci, Monsieur Brel. Alors, Pierre, le marché des ports, c'est quelques chiffres. Parce que toi, tu as déjà voyagé aux 4 coins de la planète, hein, Amérique centrale, Ouais. Amérique du Sud. On a vu tes posts LinkedIn aux 4 coins de la planète, mais pour quelle raison? Bon, un post LinkedIn, ça fait pas tout, mais le marché du shipping Je suis bien d'accord avec toi. à l'horizon 2025 représentera 245 milliards de dollars. À l'intérieur de ce montant, il y a 7 milliards de dollars qui doivent être dédiés aux logiciels de maintenance. Donc, quand je parle de maintenance, c'est tous les logiciels dédiés à l'infrastructure portuaire, soit sur de la gestion de containers, de la gestion de la maintenance des grues. 7 milliards de dollars. Et pour ces deux chiffres, on a un taux de croissance estimé à 23% annuel. Dans le même temps, on a des contraintes liées au changement climatique.
qui sont que on a une montée des eaux estimée par le GIEC à 2 mètres, de 2 mètres à l'horizon 2050, avec des prévisions qui ont été revues à la baisse, puisqu'on estime qu'à l'horizon 2035, on aura déjà un impact significatif sur les infrastructures portuaires. Donc, ces informations-là, elles mettent en évidence l'aspect stratégique du port. Mais une infrastructure portuaire, c'est quoi? Une infrastructure portuaire, on a différents types. On a du terminal container, c'est-à-dire que là où on décharge des containers, chacun de vous a des affaires sur lui ou dans sa poche, un téléphone, qui sont passés entre 1 et 10 fois par un port. Ça peut être un terminal céréalier, ça peut être un terminal déchargement de véhicules, un port-export, ça peut être enfin, tout ce qui passe dans un port. Et comment c'est géré aujourd'hui, ça? Ces infrastructures portuaires? Alors, il y a différentes façons de gérer une infrastructure portuaire. On a aussi dans les infrastructures portuaires tout ce qui est marina. Si on prend un port de commerce, aujourd'hui, un port, c'est fait pour durer. Ça a été construit pour une durée de vie pour 100 ans. Sauf qu'on a des infrastructures aujourd'hui qui ont 150 ans. Et on est en train de se poser la question de comment on va faire pour allonger le cycle de vie de ces infrastructures. Donc, c'est géré par, je dirais, de manière artisanale. On a, même si on voit l'arrivée de nouvelles technologies, mais on a encore des scaphandriers qui plongent, qui passent des heures sous l'eau, à aller faire des expertises, à aller réparer des quais, à aller couler du béton. Enfin, c'est encore un métier artisanal, mais on voit des robots sous-marins arriver qui vont sortir des images photogrammétriques ou bien des nuages de points avec des caméras acoustiques sous-marines. On est capable de recréer en modèle 3D sous l'eau, que l'eau soit turbide ou non. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Alors la reconstruction d'un modèle 3D d'une structure immergée existe. Il y a des acteurs, il y a de plus en plus d'acteurs à des niveaux, je dirais, différents. C'est-à-dire que l'information dont on a besoin sur une structure génie civil n'est pas la même sur un asset oil and gas qu'on va trouver. Donc la chaîne de valeur n'est pas la même. On sait que dans l'oil and gas, les investissements seront beaucoup plus importants et donc on va avoir des solutions beaucoup plus précises que celles que nous, on pourrait utiliser aujourd'hui sur les ports. Et ta solution, en quelques mots, va apporter quoi? Et après, alors ma solution, on verra est très ce simple. qu'en pensent tes clients et partenaires. La solution est très simple, c'est qu'on permet aux autorités portuaires de plonger au cœur de leur infrastructure sans jamais se mouiller. C'est-à-dire qu'on modélise le port en 3 dimensions et on leur amène des informations qui vont leur permettre de prendre des décisions sur à la fois la surveillance et la maintenance de l'ouvrage, mais également sur les investissements qu'ils vont devoir mener à l'horizon des 5 ans. Donc en fait, c'est une plateforme de gestion de patrimoine des infrastructures portuaires. Exactement. J'ai tout compris. Alors, vous-même, comment vous avez perçu la solution de Abim et pour quelles raisons vous avez décidé d'embarquer, si on peut dire, avec cette solution? En fait, la solution d'Abim, elle résout pas mal de difficultés qu'on rencontre aujourd'hui, notamment concernant l'ensemble des données qu'on pourrait avoir, mais qui ne sont pas exhaustives sur l'ensemble de nos sites. On aura pas mal de documentation, mais sans avoir la connaissance réelle de l'ensemble de nos infrastructures, de leur état notamment. La deuxième difficulté rencontrée, c'est de faire comprendre les désordres qui sont constatés et justement l'obligation ou pas de faire des travaux et donner des priorités. La décision politique reste malgré tout importante et pour qu'ils puissent prendre cette décision et d'investir sur certaines infrastructures, il faut effectivement avoir des données précises, notamment sur leur état. Donc en fait, d'une certaine manière, un outil d'aide à la décision, quoi. C'est un outil d'aide à la décision et de programmation des travaux, tout à fait, oui. Super. Alors le CNES, Monsieur Brel, vous parliez donc de CNES Connect, hein, si j'ai bien... Connect by CNES, pardon, Connect by CNES. Il y a une stratégie, qu'est-ce que vous voulez développer avec des sociétés comme celle de Abim? C'est utilisation de vos données, ouverture de vos données, d'où vient cette idée, pourquoi, comment? Voilà, l'idée de base, elle est simple, c'est qu'on a des gros acteurs du spatial, des Airbus, Thales et Norm, mais qui ont une certaine inertie. Et des données, on en a je ne sais plus les unités, c'est des états-octets, je ne sais plus, enfin tous les jours. Des terras. Non, Terra, c'est vraiment rien du tout. Les téraoctets, c'est ce qu'on fait à l'heure, ou des trucs comme ça, ce qu'on génère à l'heure. Donc on a des quantités de données monstrueuses et on a besoin de personnes qui ont des nouvelles idées
pour montrer que le spatial peut apporter au développement de la France. Et des idées comme la gestion des ports telle que la présente Abim est vraiment au cœur de ce qu'on vise. Avoir un acteur qui a de l'ambition, qui a des envies, et pour qui, alors qu'il ne s'y attendait pas, on lui dit, mais tu sais, tu veux suivre l'état de ton quai ou des installations sur ton quai. Nous, on a des solutions spatiales prises entre 500 et 600 km d'altitude où on pourra te fournir une précision millimétrique sur l'état de ton quai. Est-ce que ça t'intéresse? À partir du moment où il dit OK, c'est parti, et on fait tout pour essayer de l'aider avec nos moyens pour qu'il puisse implémenter sa solution. Notre seule exigence, c'est qu'il trouve un client, et donc là, avec Toulon, ça va partir tout seul. Et c'est quoi la méthodologie ou les différentes procédures d'aide, outre le fait de fournir de la data avec des masses de données énormissimes? Alors, nous, on fournit pas de la data. C'est Connect by CNES. Donc, on connecte l'acteur avec des gens dans le monde du spatial qui fournissent de la donnée. D'accord. Parce qu'il y a énormément de types de données vues du spatial. Il y a le visible, les photos, telles que vous pouvez voir souvent des photos spatiales des ports et tout ça. Mais il y a aussi l'infrarouge qui vous donnera des informations sur la thermique, sur les écosystèmes, sur les pollutions. Vous avez tout ce qui est radar, donc qui permet de voir bien l'évolution de surface de quai ou des choses comme ça. Et donc, il y a tout un spectre d'informations. Il faut choisir la bonne. Il faut savoir quel est le meilleur fournisseur avec la précision demandée. Quel est le rythme d'acquisition qui est nécessaire. Pour un quai, c'est peut-être suffisant d'avoir des infos une fois par semaine, une fois par mois, c'est peut-être suffisant. Mais par contre, dans un port, quand il y a des bancs de sable et tout, là, le besoin, il vient quotidien. Et donc, toutes ces informations-là, il faut qu'on les capitalise, qu'on discute avec la start-up pour l'orienter vers les bons acteurs, pour lui fournir les bonnes données. Donc, vous êtes le lien intelligent entre les différentes sources Merci pour l'intelligence. de data et les sociétés, les sociétés qui peuvent utiliser ces data. Voilà, tout à fait. En fait, c'est mettre tout un actif data au service de différentes industries. Voilà, on a un gros patrimoine de données. On a aussi des patrimoines de solutions qui sont soit chez des partenaires, soit en interne chez nous, qui sont gratuites chez nous. Et on offre tout ce panel-là aux acteurs qui auront un intérêt à les utiliser. Okay. Et ça, c'est une unité, je dirais, importante, stratégique du CNES. Donc, dans la dernière orientation stratégique du CNES, il y a 4 piliers. C'est un des 4 piliers. Ok, donc c'est vraiment majeur. C'est majeur. Super. Merci pour ces informations. Et Pierre, comment va se mettre en place, je cherche mes mots, pardon, se mettre en place la démarche avec la métropole de Toulon? Alors, lorsque la métropole de Toulon est venue nous voir en nous faisant part de leur volonté d'innover, il a fallu d'abord trouver dans la commande publique quelle était la bonne solution pour développer ce projet. Donc, on a bénéficié avec la métropole de Toulon d'un achat innovant. Donc, un achat innovant, c'est une procédure simplifiée de mise en concurrence sur un projet innovant entre différentes entreprises. Puis, une fois que l'entreprise a été notifiée, c'est une négociation dans une enveloppe financière qui est inférieure à 100 000 euros. 100 000 euros. Une fois qu'on est arrivé à ce point-là, en fait, nous, on vient faire notre travail d'audit de l'infrastructure. Mais on va s'appuyer sur le client parce qu'on ne doit pas dire au client, on vous amène une solution. On doit aller voir le client, dire quels sont vos besoins, quels sont les documents historiques qui sont en votre possession pour que nous, on s'appuie là-dessus. Donc avant d'implémenter ta plateforme, il y a tout un travail d'audit et de co-construction de la démarche avec ton client. C'est indispensable. C'est le client connaît son port. Nous, on connaît les désordres que l'on pourrait rencontrer sur son infrastructure. Le client connaît exactement son infrastructure et va nous dire quels sont les éléments dont il a besoin pour pouvoir prendre des décisions. Et ça a démarré donc cet audit? Et donc ça ne saurait tarder de démarrer dans les jours ou semaines à venir. Ok. Et c'est quoi le processus après l'audit? Donc tu peux nous décrire un peu quel est le processus? D'ailleurs, ça rendra peut-être service aussi à ton client. Alors,
Je suis un peu allé à contresens de mes. Je parle pas souvent de concurrents parce que finalement sur la planète, on n'est pas si nombreux que ça. À aller vers là. Ouais, c'est quoi les En- acteurs en- qui On qui est ça 5 acteurs sur la planète à aller sur les infrastructures portuaires, sachant qu'il y a environ 3700 ports sur la planète. et ils sont de quelle nationalité les acteurs? On a finlandais, croate, on a un français, donc je dirais qu'il pourrait être notre premier concurrent. Ouais. On a un américain et puis un autre qui était au Portugal et dont j'ai plus de nouvelles depuis un petit moment. Mais D'accord. ce que je veux dire, c'est que même si on était 100 aujourd'hui, on serait encore pas assez nombreux. Oui, bien sûr. On a qu'à le voir sur ce salon où on voit bien qu'au niveau du maritime, Il y a c'est pas pas grand grand-chose. chose. Donc, pour revenir À ma question. à ta question, on doit donc. Est-ce que tu peux me répéter ta question? Ma question, c'est ton processus. J'aurais comprendre ton processus Donc, Une fois qu'on a- d'implémentation. alors donc, je vais un peu à contresens de ce que font les autres entreprises. C'est-à-dire que une fois que je fais mon audit initial et que je remets les résultats de mon audit à mon client au travers d'un modèle 3D, je viens donner la main à mon client. C'est-à-dire que notre solution, Mais attends, ton modèle 3D, comment tu le constitues? donc on construit l'architecture BIM sur la base des plans et des informations que nous transmet le client. D'accord. Ensuite, on contextualise le site en faisant des relevés drone ou des relevés sous-marins, c'est-à-dire qu'on vient mettre l'image autour de l'architecture. Et nous, pour la réalisation de l'audit, on a digitalisé une méthode qui s'appelle la visite simplifiée comparée, qui est issue de l'inspection qualité ouvrage d'art qui est appliquée sur les ponts. Voilà, donc, on a digitalisé cette solution-là qui nous permet en temps réel de faire les audits sur le quai. C'est-à-dire que là où aujourd'hui un scaphandrier ou une entreprise va faire un audit, elle va avoir une journée de plongée, une semaine de rapport, nous à la fin de la journée, voire en quasi temps réel, le client va recevoir des alertes directement sur sa plateforme. Il a sa plateforme, on a la nôtre, on a une plateforme de supervision et le client peut interagir avec nous. Ce qui est important, c'est qu'à l'issue de cette phase-là, le client peut déployer la solution auprès de ses équipes et peut rentrer des informations qui ne sont pas celles de notre niveau, mais qui vont générer des alertes chez lui, chez nous. Et c'est dans ce cadre qu'on va venir l'aider à prendre des décisions sur la suite. Donc la plateforme est une plateforme collaborative, C'est totalement une plateforme collaborative. Et qui est en fait le BIM, hein, puisqu'on fait encore une fois le BIM, c'est de la c'est collaboration. l'essence. Exactement. C'est-à-dire qu'on vient donner la possibilité à un acteur d'interagir avec nous et de ne pas être dans une démarche de je dois faire un appel d'offres pour avoir un consultant. Non, on a une solution qui lui permet d'obtenir des informations et de s'appuyer sur nous tout au long du contrat que l'on amène sur 5 ans. Alors monsieur Escarbassière, c'est pas évident de décider d'implémenter une telle solution dans une organisation comme la métropole de Toulon. Comment ça s'est passé? Je suis curieux de savoir, est-ce qu'il y a eu des freins ou pas à l'adoption de ce genre de nouvelles technologies? Alors en fait, sur les ports de Toulon, on n'est pas en port 2.0 déjà. La volonté, elle vient de la mise en place d'un nouveau service au sein de la métropole qui se veut orienté vers l'expertise, la qualité et l'attractivité de nos sites. On a des belles cartes postales du style île de Porquerolles, où là c'est connu, reconnu, le port de Toulon également. Et en fait, on s'est dit, au lieu de passer par toutes les étapes qu'on a qui devraient être faites depuis quelques années, on va essayer d'aller bien au-delà. Et l'idée d'aller au-delà, c'est justement de partir sur quelque chose d'innovant, quelque chose de marqueur qui puisse avoir une vraie identité Smartport de la métropole de Toulon avec Abim. Donc il y a une volonté à la fois au niveau de la gestion de l'infrastructure, bien sûr pour l'exploitation et la maintenance, il y a aussi une volonté de se positionner comme étant avant-gardiste sur la démarche. Tout à fait, exactement. L'idée, elle est là et elle vient en complément de la mise en place des plans programmatiques patrimoniaux qui vont nous servir justement de mettre en place des plans d'investissement sur l'ensemble de nos infrastructures. Et l'idée, c'est d'aller au-delà de la simple réparation de l'ensemble de nos infras, mais plutôt de voir sur la montée des eaux et notamment, est-ce que nos ouvrages aujourd'hui en leur état pourront supporter une restructuration, une requalification, ou alors est-ce qu'il faut effectivement voir la réalisation de nouvelles infrastructures? Super, je comprends. Et Pierre, que font les grands groupes au niveau de à la fois la construction, qui est moins ton secteur, mais l'exploitation des infrastructures portuaires? Est-ce qu'ils sont très présents ou est-ce qu'ils veulent être présents? Comment ça se passe?
Sur le marché, en fait, on a soit les acteurs du shipping, CMA-CGM, DP World, qui sont exploitants d'infrastructures, mais qui ont conscience qu'ils doivent prendre en compte la résilience des infrastructures. Et après, on a les constructeurs, les Bouygues, Eiffage et Vinci. On a été en janvier de cette année, le groupe Vinci est rentré dans la société Abim. À votre capital? À notre capital. En nous intégrant dans un programme d'accompagnement au sein du groupe Léonard. Ça nous donne L'incubateur un incubateur Léonard. Ouais. Qu'est-ce que ça nous donne aujourd'hui, nous, en tant que start-up? Ça facilite les échanges avec l'ensemble des entités du groupe Vinci, que ce soit au national ou à l'international. Et ces acteurs de la construction, leur souhait, c'est de se rapprocher des acteurs du shipping. CMA, DP World, puisque eux sont les seuls aujourd'hui à financer la construction des ports, en lien avec les États dans lesquels ils s'implantent. Mais voilà. Donc ces gens-là, ces acteurs de la construction aujourd'hui, vont vers l'innovation. Ils ont besoin d'apporter des solutions à des grands groupes clés en main. Aujourd'hui, si on prend le groupe Foreshore, c'est la marque, je dirais, qui représente les différentes entités sur l'étanche Bachy de construction de ports sur la planète. Cet acteur-là, aujourd'hui, il est spécialisé dans la conception, la construction, le financement de l'infrastructure et la maintenance. Et aujourd'hui, la maintenance, pour eux, jusqu'à très récemment, c'était une coquille vide. Aujourd'hui, ils commencent à mettre des choses à l'intérieur. Donc il y a un trou dans la raquette. Là. Exactement, il y a un trou dans la raquette. Ce qui fait que quand vous construisez une infrastructure, que ce soit au Chili, que ce soit aux Bahamas, que ce soit... Vous arrivez au client en lui disant, je viens de travailler sur 2 axes, la construction d'autres ports, mais je vais vous fournir des services annexes. Je vais vous parler de restauration écologique, on va mettre des habitats à poissons, et je vais vous parler de maintenance. Comment maintenir votre port et allonger au maximum le cycle de vie de votre infrastructure. Et c'est sur cet axe-là que se positionnent les grands groupes et que fait Vinci avec nous aujourd'hui. Donc un trou dans la raquette, une opportunité pour vous de vous positionner à la fois au niveau national et international à partir du moment où vous aurez une belle concrétisation d'implémentation de la technologie du produit. Tout à fait. On a besoin de ce premier client, j'aime pas trop utiliser ce nom-là, mais de ce premier POC, Proof of Concept, pour montrer que la solution est valide et qu'on peut avancer. Monsieur Brel, je disais tout à l'heure qu'on a vu Pierre aux 4 coins de la planète avec ses posts LinkedIn, mais est-ce que vous pouvez également accompagner d'une manière ou d'une autre, peu importe les sociétés, les startups avec lesquelles vous organisez la collaboration avec les autres fournisseurs de données? Est-ce qu'au niveau international, il y a une démarche également possible? Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. C'est d'autres startups qu'on pousse pour la surveillance maritime, notamment à travailler avec la Norvège, avec l'Inde, avec l'Australie. Donc on a le CNES est la seule agence mondiale qui a pratiquement fait des partenariats avec toutes les autres agences spatiales. Et donc on a par ce biais les possibilités de passer nos startups de tous les côtés. L'Australie, par exemple, ils n'ont pas voulu de nos sous-marins, donc si on peut, pour qu'ils s'excusent, leur apporter des startups, ils sont toujours preneurs, c'est sympa, on prend. Et donc notre réseau international, donc on a des correspondants dans plusieurs pays, nous aide à un petit peu, là c'est en train de se mettre en place, nous aide à promouvoir toutes les startups qu'on soutient un peu à l'international. Donc vous pouvez être un facilitateur. Ça c'est un point, mais aussi l'effort qu'on fait vers les startups, on essaye de le faire aussi vers les grands groupes. Toutes les institutions. Donc on va voir les ports. J'ai pas encore discuté avec le port de Toulon, mais on discute avec Aropa, on discute avec Bordeaux, et on essaye de voir aussi les grandes institutions pour savoir quels sont leurs besoins. J'ai confiance en Pierre, donc sur Toulon, il n'a pas besoin de moi pour les convaincre. Mais à Aropa, par exemple, il a fallu leur dire, mais dans votre gestion de tous les jours, qu'est-ce qui vous manque? Et ils nous disent, ouais, mais tout ce qui se passe sur le changement climatique et tout. Pierre a parlé du GIEC. Malheureusement, c'est à cause du CNES qu'on sait que la mer monte. C'est nos instruments qui permettent de mesurer la montée du niveau de la mer. C'est nos instruments qui permettent de voir les tempêtes qui arrivent. Toutes ces informations, on les a disponibles, on a les outils pour les utiliser et on peut les ouvrir à tout le monde, au port comme aux startups. Une foultitude de data, quoi. Plus encore. Plus que ça.
Non, mais c'est très. On peut même, si le jour où il y aura un port sur la Lune, malheureusement il n'y aura pas d'eau, mais on pourra y mettre de l'abîme. Non, mais c'est quand même très intéressant que, outre l'aspect, on va dire, technologique, vous puissiez également connecter les startups avec des contacts à l'international. Pour nous, c'est évident que pour nous, organisme CNES, faire en sorte que les gens utilisent nos données, ça ne peut pas se faire si on est juste derrière la startup. Il faut qu'on aussi, grâce à notre nom, aller voir les grands groupes, aller voir les grandes institutions, aller voir à l'international en disant, ben voilà, le CNES vous propose cette startup qui a une solution intéressante. J'ai connu des sociétés qui ont voulu pénétrer à Europa, ils ne sont toujours pas rentrés. Moi, ça m'a pris une demi-journée. Bien sûr, vous avez la crédibilité et ça aide. Ça aide et vous pouvez faciliter l'intermédiation de manière rapide, quoi. Hein, tout évidemment, à fait. Et ça fait partie, c'est l'autre pendant de l'aspect technologique qui, à mon sens, est important. Et vous m'avez parlé tout à l'heure de votre programme. Et donc, je vous confirme que nous sommes intéressés pour discuter avec vous et voir comment on pourrait collaborer, coopérer avec le CNES. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup de votre présence. Merci Dominique. Une petite question pour toi. Qu'est-ce qui t'amène à collaborer, à travailler avec SBLM en 2 mots? Alors, il faut la version officielle ou la version... Non, la version réelle. Je pense que pour comprendre le BIM, il y a 2 types d'acteurs. On a des acteurs qui sont des professionnels, qui ont grandi et qui ont toujours été dans le BIM. Et puis, il y a des gens comme moi qui sommes des généralistes dans leur domaine, mais qui touchent un peu à tout. L'avantage de SBLM, c'est que ça nous permet d'être plusieurs acteurs à différents niveaux. Et on vient comprendre ce qu'est le BIM, mais au service du client. Donc en fait, on ne s'attache pas, je dirais, à la technique, on s'attache aux solutions qui vont permettre aux clients de comprendre et d'optimiser l'utilisation du BIM. Et c'est ce que j'ai découvert avec SBLM, le premier échange qu'on avait eu ensemble, où pour moi c'était très abstrait et très rapidement, il n'y avait plus de questions à se poser sur l'avantage d'être au sein du collectif. Tu parles pas de mon beau sourire et de mon accompagnement, de mon accompagnement réel au quasi quotidien. La cerise sur le gâteau. Monsieur Brel fait un jeu de mots, la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est ça. On va être copains, Monsieur Brel et moi. Non, pour conclure, enfin, ce que j'aimerais souligner dans l'avantage que l'on a à travailler, à être les 3 sur ce projet-là, c'est qu'aujourd'hui, on parle énormément d'intelligence artificielle. Ce que j'aime dire, c'est que la plus belle intelligence, elle n'est pas artificielle, elle est là sur cette estrade. Elle est collective et humaine. Elle est collective, donc SBLM en fait partie. Mais d'un point de vue technologique, ce que nous apporte le CNES aujourd'hui nous permet d'aller voir des clients à l'autre bout de la planète en leur disant on n'a pas besoin de se déplacer. On sait vous dire dans quel état est votre port et on sait vous le dire depuis 2018. On sait apporter des informations à un client, on sait vous projeter dans les années à venir. Et surtout, cette information qu'on est en train de mettre en place, elle sera disponible pour la future génération d'ingénieurs. Je suis persuadé que ça va être un très beau projet. Et je sais que Valère et toi, vous faites une formidable équipe et que vous pouvez être sûr que SBLM sera à vos côtés. Merci beaucoup. Merci à vous tous.